2026, Apple fêtera ses 50 ans. Oui, la société a été créée le 1er avril 1976 par trois associés, Steve Jobs, Steve Wozniak et le désormais légendaire Ronald Wayne, qui à l'époque avait cédé ses parts de peur d'être responsable du passif de la société. On sait que c'est une des pires décisions qu'il ait pu prendre dans sa vie, mais il déclare qu'il le vit bien. Apple vient de révéler son nouveau produit, l'Apple Vision Pro, et il y a énormément de choses à dire sur ce produit. D'abord concernant la culture d'Apple, parce que comme l'a rappelé l'extraordinaire Peter Drucker, la culture, ça mange la stratégie au petit déjeuner. Une entreprise qui a une bonne culture prendra bien plus facilement les bonnes décisions stratégiques, parce que la stratégie, les cabinets de conseil, McKinsey, etc., ça ne vaut rien face à la culture. C'est la culture, par exemple, qui a permis à Nintendo de traverser toutes les crises et de passer d'une société qui faisait des jeux de cartes à une société qui demeure très influente dans le monde du jeu vidéo, en dépit de son certain retard technologique, en particulier dans le monde du hardware, dans le monde du matériel. C'est la culture qui a permis de sauver Nokia après son échec face à l'apparition des smartphones, donc l'iPhone en particulier. Nokia reste une entreprise excellente aujourd'hui parce que c'est sa culture qui lui a permis de survivre à ça. Nokia était une entreprise qui faisait du bois, qui vendait du bois au départ au 19e siècle et qui aujourd'hui fait des infrastructures digitales à très grande échelle, notamment en Afrique. Alors, mon point de vue, c'est que c'est la culture d'Apple qui lui fait sortir cette Apple Vision Pro. On a eu avec Apple la révolution du PC qui était, rappelons-le, un oxymore, c'était une contradiction. Pour IBM, le B de IBM, ça veut dire business, ça veut dire on vend des machines à $1 million et on tutoie les chefs d'État. Donc quand on parle d'informatique personnelle, quand on dit que monsieur tout le monde aura un ordinateur sur sa table, eh bien, l'abruti moyen chez IBM ou ailleurs va dire mais que voulez-vous que monsieur tout le monde fasse d'un computer? Un computer c'est fait pour computer, pas besoin de police de caractère, pas besoin de souris, pas besoin d'écran. Alors certes, Apple va voler la souris à Xerox avec son prototype le Xerox Alto et ensuite Microsoft va tout voler à Apple, mais c'est bien Apple qui a eu le courage d'investir le plus massivement et surtout le plus efficacement dans la révolution du PC. Ensuite, on a eu le post-PC avec notamment l'iPhone et l'iPad. Et puis, on a eu le post-PC avec la sortie de l'Apple Watch, c'est-à-dire donc l'informatique à fleur de peau, les wearables, l'informatique que l'on peut porter sur soi. Et l'Apple Vision Pro va dans cette direction. Même si, et ce sera le sujet de cette vidéo, il y a la grande question de est-ce que l'informatique va traverser la peau, puisque l'ordinateur se rapproche de plus en plus de nous. Il s'est rapproché d'abord de nous avec son écran et sa souris, il est devenu de plus en plus tactile, et puis il est carrément rentré dans notre poche avec l'iPod que Steve Jobs marketait comme ayant la taille d'un paquet de cartes et pouvant donc détenir 1 gigabit d'information, donc 1000 musiques à l'époque. Et en se rapprochant de la poche, il a atteint aussi nos écouteurs. Apple a racheté Beats, et c'est d'ailleurs son plus gros rachat encore aujourd'hui, puisque Apple fait surtout de la croissance interne. Ils essaient de développer un maximum de technologies eux-mêmes, plutôt que de racheter d'autres sociétés, comme le fait Google par exemple. Et maintenant, la grande question, c'est est-ce que l'informatique va traverser notre peau? Et c'est déjà ce que veut faire Neuralink avec les autorisations qu'elle a recueillies de la FDA. Donc, le produit que Apple nous a sorti, c'est de loin le plus neurotechnologique. Ça, c'est le point le plus important. Apple s'est inspiré de vidéos qui étaient disponibles sur YouTube, comme notamment Sight, fait par un groupe d'Israéliens qui voulaient envisager des lentilles de contact digitales qui pouvaient vous permettre de projeter sur les murs des écrans. Et ça, Apple l'a vu des tonnes de fois. Vous pouvez être sûr que les ingénieurs d'Apple se sont inspirés de cette vidéo. Ils se sont inspirés aussi de Cloud Atlas, qui a justement été tourné par les Wachowski, qui ont donc fait Matrix. C'est pas du tout un hasard. Et Apple s'est inspiré des casques d'aviation militaire, d'où l'usage massif de la neuroergonomie. Aucune société n'a autant investi dans les neurotechnologies et la neuroergonomie qu'Apple, loin devant Neuralink. L'Apple Vision est vraiment un produit neurotechnologique et une partie des choses que je développais dans ma thèse a été parfaitement comprise par Apple parce que c'est justement cette idée de faire rentrer l'informatique dans votre cerveau, mais pour l'instant d'une façon non invasive, uniquement avec l'ergonomie homme-machine, uniquement avec la neuroergonomie qui avait été notamment
développé pour les pilotes de chasse. Maintenant, Apple va inspirer la recherche militaire, parce que quand on est une giga compagnie, c'est-à-dire une société qui vend des produits par milliards, et qui fait même des trillions de chiffres d'affaires consolidés. Aujourd'hui même, Apple s'approche des 3000 milliards de valeur boursière. Et la sortie de ce produit, d'ailleurs, semble la confirmer dans cette direction, de peut-être pouvoir peser les 5000 milliards à l'horizon 2025 ou 2027. D'ailleurs, notons aussi que les marchés financiers ont davantage d'espoir dans un Apple ChatGPT que dans ce produit Apple Vision. Et selon moi, là, les marchés financiers se trompent. Je sais que c'est toujours arrogant de dire les marchés financiers se trompent, mais le hardware, le matériel qu'Apple vient de sortir est un placement stratégique extraordinairement puissant pour faire de l'IA à très grande échelle, parce que l'ergonomie de l'IA est une ergonomie de l'anticipation, et essayer de s'émanciper du clavier, ça va permettre à Apple d'aller encore plus loin dans les relations entre l'homme et l'IA. Pour l'instant, de ChatGPT, le côté chatbot, le côté on prend un clavier, on attend de voir la réponse, c'est très limité, et je pense que la stratégie d'Apple d'avoir cette interface consolidée qui fait appel à notre vision, mais aussi à nos mouvements, mais aussi à notre mémoire, à notre neuroplasticité réellement, on va y revenir, est un placement stratégique beaucoup plus puissant pour Apple. Et je suis donc convaincu que si le cours de l'action Apple n'a pas bondi juste après l'annonce de l'Apple Vision Pro, parce que les marchés prétendument ont beaucoup plus d'expectatives, beaucoup plus d'attentes vis-à-vis d'un Apple ChatGPT, c'est une erreur des marchés financiers, parce que ce placement hardware est particulièrement brillant de la part d'Apple. En tout cas, Apple va inspirer la recherche militaire, tout simplement donc parce que quand vous êtes une giga compagnie, vous faites des produits qui sont meilleurs que des produits très high-tech faits pour très peu de gens. C'est mieux de faire des produits high-tech pour 1 milliard de gens que de faire des produits très très high-tech pour peu de gens. Quand vous faites des produits high-tech pour 1 milliard de gens, vous dépassez James Bond en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. L'iPhone a dépassé ce qu'aurait imaginé James Bond même dans les années 90 et 2000. Vous aviez Pierce Brosnan qui sortait un appareil photo Ericsson dans les années 90. Mais c'était considéré comme un gadget à l'époque. Eh bien l'iPhone est allé beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui en fait le casque que fait Apple va devenir plus performant que le casque à 400 000 $ pièce du F-35. Avec le temps, vous allez voir Apple qui va dépasser ce que peut faire Lockheed Martin et qui va dépasser ce que peuvent faire les meilleures interfaces on-machine pour les pilotes de chasse et même pour les pilotes de drones en essaim. Tout simplement parce que quand vous faites un produit high-tech pour 1 milliard de personnes, vous êtes plus avancé que quand vous faites un produit ultra high-tech pour 10 personnes. Apple poursuit son chemin vers l'élimination du clavier. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait bien noter. Apple avait envisagé même d'éliminer le clavier sur les Apple, les MacBook, en fait, en mettant juste une grande interface tactile. C'était la tentative de la Touch Bar, mais comme elle a échoué, Apple n'a pas poursuivi dans cette direction. Mais avec le retour haptique sur l'interface tactile du pseudo-clavier d'Apple, de la Touch Bar, donc, il y avait la possibilité de pouvoir afficher les touches qu'on voulait, mais Apple a jugé que cette ergonomie n'était pas bonne et l'a donc abandonné, même si on ne sait pas s'ils vont y revenir ou pas. Par contre, il y a l'abandon du clavier avec la poursuite de ces idées d'interface comme Leap Motion notamment, qui utilisait déjà les mains naturellement présentées devant l'ordinateur comme interface. Eh bien, ça, c'est ce qu'Apple fait avec l'Apple Vision. Alors, en philosophie, l'élimination du clavier, c'est quelque chose de profond, ça fait partie de la culture d'Apple. Il faut comprendre que en philosophie, vous avez eu vraiment deux grands courants d'idées contradictoires. Vous avez eu d'abord la chaîne de pensée de Husserl, Bergson, von Uexküll, Merleau-Ponty, Deleuze, toute cette chaîne de pensée avec donc la phénoménologie, commencé avec la phénoménologie de Husserl, et donc Bergson, von Uexküll, Merleau-Ponty et Deleuze, sont allés dans le sens que l'intelligence est dans le mouvement, que le neurone est fait pour le mouvement, ce qui est vrai en biologie, d'ailleurs le neurone est apparu pour le mouvement en biologie, et que la vraie intelligence ce n'est pas le langage, c'est le mouvement. Et puis vous avez un autre courant de pensée, avec notamment Gottlob Frege, Russell, Wittgenstein, Whitehead, et puis aussi Turing et Alonzo Church, qui pensent au contraire que l'intelligence c'est le langage, et c'est pour ça que pendant très longtemps on avait réduit l'intelligence au langage. C'est une des raisons pour lesquelles Mohamed Ali d'ailleurs a été considéré comme inintelligent, parce que cette culture de l'intelligence égale le langage, elle a percolé dans les tests de QI de l'armée aux États-Unis, et en effet Mohamed Ali avait eu de mauvais scores à ces tests alors que c'était quelqu'un de supérieurement intelligent, et son œuvre diplomatique, rappelons qu'il a négocié des otages en Irak, c'est quand même un truc de fou, et son œuvre
à la fois athlétique et diplomatique et son œuvre de vie, a bien prouvé que c'était quelqu'un de supérieurement intelligent. Mais les tests d'intelligence de l'époque, qui étaient complètement débiles, il faut bien l'avouer, l'avaient réduit à une notion d'inintelligence, notamment parce qu'il était dyslexique et que à l'époque, on ne savait pas vraiment faire la différence, même si, entre-temps, bien sûr, la psycholinguistique a évolué et a pu faire la part des choses entre l'intelligence et des troubles simplement de la lecture, comme donc la dyslexie. Mais ces grandes écoles de philosophie, Husserl, Bergson, von Schull, Merleau-Ponty Deleuze versus Russell, Whitehead, Alonzo Church, Gottlob Frege et Wittgenstein, ont laissé vraiment cette idée que le langage était la base de l'intelligence pour ceux qui étaient de l'école de Wittgenstein. À noter d'ailleurs que Wittgenstein a renié cette approche par la suite. On lui doit dans le Tractatus Logico-Philosophicus cette fameuse déclaration « Les limites de mon langage sont les limites de mon monde », mais en fait il a renié ça. Et on a vu d'ailleurs des philosophes français, je pense notamment à Derrida, qui sont allés beaucoup plus loin, qui ont dit « Mais non, avoir un langage formel sans ambiguïté, c'est une erreur, ce n'est pas une source d'intelligence ». Et Derrida avait été attaqué à l'époque, il devait recevoir un doctorat honoris causa de Cambridge, et vous aviez eu un groupe d'universitaires, d'académiciens, avec des gens sérieux en mathématiques notamment, comme René Thom, mais qui n'avaient pas compris ce que faisait Derrida, à savoir que Derrida voulait bien démontrer que non, les limites de mon langage ne sont pas les limites de mon monde, et que l'ambiguïté est une bonne chose. Et bien tout ça, c'est rentré subrepticement dans la culture d'Apple, qui a tout fait pour éliminer le clavier, pour faire en sorte de ne pas réduire l'informatique au langage, mais au contraire d'avoir des interfaces qui soient motrices, qui soient l'Umwelt de von Schull, l'Umwelt, le monde vécu. Et cette notion vraiment d'avoir des interfaces qui sont très au-delà du langage, c'est une idée que Apple a développée, a essayé de concrétiser et dont je considère qu'elle est géniale en fait. Et c'est ce que Apple poursuit avec son Apple Vision. Il faut se rappeler que bien sûr que dans le monde de l'informatique traditionnelle, avec en particulier le monde des codeurs, des développeurs, c'était ridicule. Steve Ballmer, le patron de Microsoft à l'époque, s'était éclaté de rire quand on lui avait parlé de l'iPhone. Il avait dit, mais vous vous rendez compte, ce téléphone aura coûté $600, et il n'aura même pas de clavier physique. Alors que bien sûr, un BlackBerry à l'époque en avait un, donc il avait dit, voilà, si ça n'a pas de clavier physique, ça ne sera pas une bonne machine pour répondre à ses emails. Mais en fait, rapprocher l'informatique de la peau, et peut-être la passer à travers la peau, même si c'est plus ce qu'avait annoncé Google avec ses programmes d'informatique biomédicale, c'est une direction fascinante, mais aussi très dangereuse, bien sûr, si l'informatique traverse la peau. Et ça, ce ne sera qu'une question de culture. Est-ce que les utilisateurs, est-ce que le monde, est-ce que les classes moyennes, est-ce que les humains vont accepter ça ou pas, vont le laisser passer ou pas? Ils vont être sensibles au marketing qui va tenter, bien sûr, de vous l'imposer. Maintenant, vous avez ce côté Matrix et la NSA, avec le fait que l'Apple Vision, il a des caméras en 3D. Apple, bien sûr, vous garantit la protection de votre vie privée, mais on voit que ça, c'est le discours marketing d'Apple, mais qu'Apple ne peut rien faire face à la NSA, face à la CIA, qui vont imposer l'existence de portes arrière, de backdoors. Ça, c'est imposé légalement avec notamment le USA Patriot Act, qui est devenu le USA Freedom Act. On voit bien le marketing politique derrière, c'est-à-dire c'est la liberté, tout va bien. Mais en fait, le USA Freedom Act donne carte blanche à la NSA pour espionner n'importe qui, n'importe où, sans avoir à justifier, sans prévenir, bien entendu. Et si jamais Apple reçoit une subpoena, une injonction de la NSA, Apple ne peut pas vous le dire, bien entendu, et Apple peut être forcé, et est déjà forcé, à mettre des portes arrière sur OS X, et mettra bien sûr des portes arrière sur le système d'exploitation